Et aujourd'hui, on va voir comment utiliser tout simplement son potentiel. Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Un nouvel épisode de ma série d'actualité que je vais donc faire chaque semaine, en tout cas cet été je vais essayer de m'y tenir, où je vais un petit peu vous résumer l'actu photo et vidéo de la semaine, ou alors des articles peut-être un peu plus vieux sur lesquels je suis tombé, et vous donner mon avis, mon point de vue là-dessus. Alors la dernière fois donc on avait parlé du Canon 6D Mark II et aujourd'hui donc on va parler du Canon 100D. Alors, il y a le 200D qui est sorti, je ne vais pas m'étendre sur le sujet puisque c'est un boîtier qui ne m'intéresse pas. Moi, je vais parler du 100D et surtout de sa nouvelle vie, carrément, puisque c'était même l'un des titres d'un article que j'avais lu dessus. C'était Magic Lantern redonne vie au Canon 100D. Puisque donc on peut désormais implémenter Magic Lantern, mais surtout on peut filmer en RAW sur ce boîtier. Alors je m'explique rapidement, je sais, je vais encore vous rabâcher les oreilles avec Magic Lantern, mais c'est tellement important et tellement puissant sur les FX Canon que, eh bien d'ailleurs, pour le 100D, ça lui offre une toute nouvelle perspective. Alors le 100D, c'est un appareil photo qui coûte environ 300 €. Voilà, aujourd'hui, boîtier, c'est même pas boîtier nu, je crois qu'il est livré avec le 1855. Bon, c'est une optique bas de gamme, mais il est quand même donc, on a un petit kit pour 300 € et c'est le réflexe le plus léger au monde. Voilà, le plus léger, le plus compact pour vraiment l'emporter partout. Donc ça n'a rien à voir avec une caméra de cinéma style RED, etc. Et pourtant, eh bien, grâce à Magic Lantern et grâce au nouvel algorithme de compression qui a été développé, puisque Magic Lantern, ça existe depuis longtemps, il y a un nouvel algorithme de compression qui permet notamment de faire du 4K, donc je vous renvoie à cette vidéo-ci où vous pourrez voir tout ça avec plus de détails. Et donc, cette nouvel algorithme de compression a été transposé sur le 100D pour nous permettre de filmer en 1,7K en RAW, 10 bits du coup. Alors bon, 1,7K c'est pas du 1080p, mais il faut vous dire que c'est du 1720, je ne sais pas quoi, et ça se rapproche énormément, hein. On est à quelques pixels près et on peut largement gonfler ça après en post-prod sur l'ordi. Pour vous dire, moi aussi à côté du 5G, j'utilise un 7D que j'utilise avec Magic Lantern et je filme tout à fait en 1720 et tout va très bien. La qualité, en fait, faire un upscale, quand vous faites un upscale, donc un upscale c'est agrandir l'image, par exemple pour passer du 720p au 1080p, ou là en l'occurrence du 1720p au 1080p, eh bien ça dépend du master d'origine, de la qualité du rush d'origine. Donc en l'occurrence ici pour Magic Lantern, il y a assez de piqué. Actualité suivante, rapportée donc par le site petapixel.com, un site dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo précédente de revue d'actualité photo et vidéo, donc je vous conseille d'aller vivement le voir. C'est Google. Google crée une intelligence artificielle pour créer des photos pro, enfin des photos esthétiquement agréables à partir de Google Street View. Google Street View, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un add-on à Google Maps qui permet de se déplacer un peu partout dans le monde en photo. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait? Eh bien, c'est qu'une machine qui va être donc injectée par les chercheurs dans Google Street View va rechercher dans les différents panoramas que celui-ci propose, et dès qu'une image va correspondre à des critères de composition précises par rapport à sa base de données, eh bien l'appareil va prendre la photo et va utiliser des techniques de post-traitement pour améliorer l'image, donc avoir un rendu, une qualité esthétique acceptable. De toute façon, je vais vous mettre les images sur l'écran pour que vous puissiez juger par vous-même de la qualité, mais c'est quand même assez impressionnant. Il y a des moustiques, on adore. Et alors, comment ça marche concrètement? Eh bien, déjà, on sait depuis quelque temps déjà que les algorithmes permettent de décrire une image, décrire les éléments qui composent une image de façon mathématique, de façon binaire et donc compréhensible par les intelligences artificielles. Maintenant, les chercheurs de Google essayent d'introduire la notion de subjectivité dans tout ce petit processus pour faire de la création artistique, parce que juste à présent, eh bien, les algorithmes pouvaient et depuis longtemps refaire des tâches répétitives, voilà, sans notion de subjectivité. Or maintenant, les chercheurs essayent d'injecter tout ça. Bon, cette subjectivité, pour l'instant, n'est qu'à l'état c'est juste un résultat d'analyse d'une banque d'images, et après le logiciel fait la moyenne. Mais on s'en rapproche quand même. Alors comment ça marche concrètement? Eh bien la machine va étudier le flux de travail, le workflow de photographes professionnels en analysant et en séparant chacune des étapes de la prise de vue à la photo finale. Et donc l'algorithme est capable de
effectuer des recadrages, de l'augmentation, de la diminution de saturation, donc l'intensité des couleurs, d'avoir des effets HDR, donc d'augmenter la dynamique de l'image en augmentant les contrastes dans les hautes et les basses lumières, et d'augmenter l'exposition ou la luminosité de la photo, tout simplement. Puis, une fois qu'il a fait ça, qu'il a analysé cette banque d'images, qu'il en a fait une moyenne, eh bien, il va chercher les photos à ne pas réaliser. Et pour ceci, il y a une méthodologie précise que Google a mis en place, c'est-à-dire qu'il prend des photos au rendu esthétique agréable et il va mettre des filtres dégueulasses aléatoires dessus et la machine va devoir essayer de retrouver finalement la photo d'origine. Et le processus d'apprentissage est assez intéressant puisque du coup on peut nous-mêmes s'en inspirer, puisque le but donc quand on commence à apprendre la photographie, c'est de beaucoup s'inspirer des images des autres. En tout cas c'est comme ça que moi j'ai procédé et c'est cette valeur que je prône. Il est donc important que dès que des images vous plaisent, dès que vous rencontrez des photos, même des dessins, peu importe, tout simplement tout ce qui est pictural, des peintures, eh bien, que ce soit dans la vraie vie, vous le prenez en photo ou sur internet, vous l'enregistrez dans votre disque dur et vous classez tout ça par dossier que vous allez souvent visiter. Donc des dossiers type couleur, idée d'éclairage, idée de composition, idée de pose si c'est de la photo avec mannequin, etc., etc. Tout simplement puisque c'est aussi la technique que Google utilise pour former son algorithme, son intelligence artificielle. Donc ça peut être intéressant. Alors après, donc pour terminer l'expérience, eh bien Google demande aux photographes, donc à un groupe de photographes professionnels, de noter une collection d'images qui comprend à la fois des images générées par la machine et à la fois des images réalisées par des photographes. Et donc, eh bien 40% de ces photographes estiment que les photos que la machine a générées sont de bonne qualité, esthétiquement parlant. Donc de toute façon, l'humain reste le seul juge dans ce genre de concours, donc n'hésitez pas, je vous mets de toute façon les photos sur l'écran. Voilà, donc après, je pense pas que à terme, eh bien la machine, on va avoir un Terminator de la photo. Hein. Je pense pas qu'à terme, donc la machine va remplacer l'humain sur les domaines artistiques, notamment tel la photo. Mais ça peut apporter une approche différente qui peut être intéressant d'exploiter, qui peut être intéressant aussi d'étudier pour notre propre pratique. Alors, article suivant, donc du site leblogphoto.net, un autre site très intéressant que je vous conseille d'aller vous abonner. Eh bien, Google pourra bientôt, donc encore Google, pourra bientôt supprimer des objets indésirables de vos photos. Alors, je vais vous faire la démonstration parce que c'est assez ahurissant, mais ça existe déjà pour les connaisseurs dans Photoshop. Tout simplement, donc c'est la photo d'un gamin avec un grillage qui est dans le flou devant et qui vient polluer littéralement l'image. Et bien avec cet algorithme, ils arrivent à reconstituer la texture, la matière de la photo. La démonstration est incroyable et si c'est facile à faire, puisque Google a comme projet, si j'ai bien compris, de s'intéresser au marché grand public, si tout le monde pourra le faire, eh bien ça peut être intéressant. D'ailleurs, il y a même des applis aujourd'hui sur iPhone qui permettent de supprimer en quelques clics un objet gênant comme, je sais pas moi, une pierre sur le sable. Il peut même retoucher, en virer carrément un personnage de l'image. Donc voilà, ça peut être intéressant. Pour vous dire que si vous ne savez pas que ça existait, eh bien déjà, ne jetez pas vos photos avec des éléments disgracieux en avant-plan ou en arrière-plan ou même voilà en plein milieu, si la photo en vaut la peine, puisque vous pouvez, avec un petit peu de recherche, les virer. Lightroom le propose dans une version réduite et Photoshop, bien sûr, le propose depuis de nombreuses années et chaque mise à jour permet à cet algorithme donc de correction des défauts de s'améliorer. Alors il demande un peu de pratique pour pleinement le maîtriser, mais on peut quand même faire énormément de choses avec peu de pratique. Alors, incroyable, on se retrouve le lendemain, tout simplement, la lumière a changé. Tout simplement pourquoi ? Eh bien parce que mon micro, je me suis rendu compte à la fin du tournage que mon micro bug en ce moment. Incroyable, Rode, on adore, on adore. Alors, donc, reprenons la suivante actualité, c'était donc la Benjamin Button. La Benjamin Button, qui est un appareil photo, est un caméscope intelligent créé pour filmer les événements familiaux à la base. Alors, donc, je m'explique, généralement, dès qu'on va sortir un appareil photo, une caméra, même si c'est un petit caméscope et même si c'est pas forcément un gros réflexe, eh bien, les gens vont se conditionner à sa vue, ils vont se mettre en mode on pose pour faire une photo comme ils ont l'habitude, comme ils ont été formatés de le faire, et donc ils vont se mettre à sourire en tirant les traits et en exagérant, ils vont se mettre à se figer pour que la photo ne soit pas floue, etc., etc. Et donc les actions vont être, les actions naturelles, l'ambiance va être perdue. Et donc le but de cette entreprise, c'est de créer donc un objet qui permet d'être inaperçu, de passer inaperçu, qui a la forme donc d'un gros bouton, d'une sorte de jouet que l'on pourrait placer par exemple sur une armoire,
sur une commode, n'importe où, très discrètement, et qui va en fait nous servir de caméra. Donc il a un objectif, il peut faire des photos et filmer en 1080p. Donc, et en plus, il est couplé à un algorithme qui permet de détecter les souris, et donc va prendre la photo au bon moment, ainsi qu'un détecteur de bruit pour que quand l'ambiance commence à devenir intéressante, qu'il lance la caméra. Alors bien sûr, je pense qu'il y a sûrement plusieurs modes, on peut filmer en continu si on le désire, mais voilà, ça permet tout simplement de filmer sans qu'on s'en aperçoive, et généralement les gens sont beaucoup plus naturels, surtout dans une représentation, donc on va dire familiale, ou alors une soirée d'anniversaire, etc. Généralement, eh bien, les gens, voilà, ils vont faire une tête spéciale quand l'appareil photo va sortir, et dès que celui-ci sera braqué ailleurs, vont d'un coup se détendre. Or, c'est ça que l'on désire capter aussi. Et d'ailleurs, c'est le rôle des photographes, par exemple, quand ils vont faire un mariage, quand ils vont faire une soirée d'anniversaire, c'est leur rôle, eux, de se fondre dans le décor, de se fondre dans les convives, pour prendre vraiment des éclats de vivre, des éclats de joie, des moments intéressants. Mais bon, voilà, quand on est en famille, on n'a pas forcément envie de se la jouer photographe, ou alors de prendre du temps supplémentaire pour faire des photos, et non pour s'amuser. Surtout dans la description de cet appareil, eh bien, ils expliquent que c'est fait pour faire de la photo d'enfants aussi, puisque les enfants, encore plus que les adultes, n'ont pas l'habitude de cet appareil. Ou alors, au contraire, peuvent totalement l'ignorer, mais là, ça dépend vraiment des cas. Article suivant, un algorithme pour attraper les photos et les vidéos avec un flou de bouger. Alors, bon, ça existe depuis déjà un petit bout de temps, mais là, c'est une nouvelle technologie qui est plus rapide. Je m'explique déjà qu'est-ce que c'est le flou de bouger. Le flou de bouger, c'est tout simplement le flou filé que l'on voit sur les images quand on a une vitesse d'obturation trop lente par rapport au mouvement du cadreur si c'est une vidéo, ou du mouvement du photographe qui a pris la photo. Et donc aujourd'hui, on peut plus ou moins rattraper ce flou de bouger en post-production avec des logiciels adaptés, alors que là, on ne parle bien sûr pas du flou de mise au point. C'est-à-dire, si vous ratez votre mise au point, que vous faites le point ailleurs, eh bien, ça va être difficile. Bon, suivant bien sûr le degré où vous avez raté la mise au point, ça va être difficile de rattraper en post-production la netteté de vos images, le piqué d'origine. Voilà, de toute façon, même avec cet algorithme pour le flou de bouger, on ne récupère pas le piqué d'origine, mais on récupère quand même une netteté qui passe pour acceptable. Alors comment celui-ci fonctionne? Eh bien, dans une vidéo où il va y avoir souvent des plans quand même nets, où tout n'est pas en flou de bouger, eh bien, donc je vais vulgariser bien sûr et simplifier la chose. Il va analyser les images nettes qui sont avant et les images nettes qui sont après l'image en question qui est floue, et il va littéralement la remplacer avec une image qu'il aura calculée, il aura fait la moyenne des deux, et ensuite il rajoutera un effet d'accentuation de netteté par le biais d'algorithmes qui, eux, existent depuis longtemps, qui vont renforcer la netteté artificiellement en utilisant du micro-contraste. Donc comment ça marche ça? Eh bien tout simplement, imaginons qu'on ait un personnage sur une scène, eh bien entre son bras et l'arrière-plan, il y a une différence entre les pixels qui est importante. Du coup, l'algorithme va le détecter et va venir augmenter le micro-contraste au niveau du pixel, hein, c'est pour ça qu'on ne le voit pas, au niveau du pixel, entre eh bien, le dernier pixel du bras et le premier pixel de l'arrière-plan, pour avoir un effet artificiel de netteté qui marche plutôt bien. Alors il ne faut pas l'utiliser à outrance parce que sinon l'effet se voit et c'est assez dégueu, mais sinon ça marche pas mal. Alors quand je dis que cet algorithme existe déjà, c'est parce que dans les versions de Photoshop depuis la CC, il me semble, eh bien il est disponible sous la forme de réduire les tremblements, comme son nom l'indique, mais c'était assez lent, suivant bien sûr la puissance de votre machine, mais c'était tout de même assez lent à appliquer. Donc pour faire de la vidéo, qui est, rappelons-le, 24 images par seconde, s'il avait fallu attendre à chaque fois, je sais pas moi, 50 secondes, 1 minute par image, eh bien ça aurait été dément, le temps de rendu. Or là, donc cet nouvel algorithme qui est présenté par leblogphoto.net encore une fois, eh bien, permettrait donc de faire de la vidéo puisqu'il est plus rapide de 10 à 20 secondes selon ses dires. Et il est d'ailleurs aussi rapide que ça puisqu'il a été rajouté dans la dernière version d'Adobe After Effects 2017. After Effects étant, pour ceux qui ne connaîtraient pas le logiciel, le Photoshop de la vidéo tout simplement. Mais bon, ce qui reste encore le plus important, c'est de ne pas avoir de flou de bouger à la prise de vue, donc avoir la prise de vue la plus qualitative possible. Alors on ne peut pas toujours, suivant l'environnement, suivant le matériel que l'on utilise, mais ici je vais vous donner quelques astuces pour justement éviter ce flou de bouger. Alors premièrement, il faut utiliser un objectif stabilisé si possible, qui va en fait utiliser un moteur au niveau de ses lentilles pour compenser eh bien, les mouvements que l'on va effectuer et ainsi éviter les tremblements qui amènent très souvent du flou de bouger. Aussi utiliser les appareils photo si possible avec des capteurs stabilisés qui vont compenser mécaniquement là aussi les mouvements de l'utilisateur pour encore une fois éviter les tremblements. Ou alors bien sûr
ce qui est la dernière et ce que tout le monde peut faire, ce qui est la dernière astuce, c'est shooter à haute vitesse, c'est-à-dire utiliser une vitesse d'obturation la plus élevée possible si les conditions lumineuses vous le permettent, pour tout simplement bien détacher chacune des images et pour les capturer les plus nettes possibles. Article suivant sur le site leblogphoto.net, qui est un peu plus technique, comme on dit, c'est comment Photoshop peut nuire à votre entreprise. Alors c'est intéressant puisque de prime abord Photoshop, eh bien ça n'a rien à voir avec notre entreprise. Et de quelle entreprise on parle? Eh bien tout simplement quand vous êtes, là je vais faire la distinction entre photographe amateur et photographe professionnel, bien qu'il n'y ait rien de péjoratif dans l'appellation de photographe amateur, puisque photographe amateur ça veut juste dire quelqu'un qui fait de la photo par passion, sur son temps libre ou tout simplement voilà, sur son temps. Et un photographe professionnel, tant qu'à lui, fait de la photo pour vivre, pour gagner de l'argent, pour payer son loyer, etc. Et généralement, ils ne font que ça. En tout cas, je leur souhaite, s'ils veulent vivre pleinement de leur passion. Et donc, quand on est un professionnel débutant, on va dire entre guillemets, c'est-à-dire un nouveau professionnel, eh bien qu'on va commencer à faire des devis pour la première fois, des factures pour la première fois, qu'on va discuter avec des clients du prix, de notre prix, eh bien on oublie souvent une variable dans l'équation qui est celle de la retouche. Alors là, c'est équivalent aux vidéastes professionnels qui, eux, oublient de mettre la variante montage, étalonnage sur leur devis. Et tout simplement, en fait, il faut savoir que le client, lui, va à tendance à vous facturer le temps où vous êtes présent physiquement sur le tournage ou sur le shooting, où il vous voit interagir, où il vous voit travailler. Mais il ne faut pas oublier que, donc, bien sûr, il y a la préparation, le déplacement avant. Et ensuite, plus tard, quand vous rentrez chez vous, eh bien, vous passez littéralement des heures à retoucher ou à faire du montage, à étalonner. Et donc, les gens l'oublient trop souvent, malheureusement, du coup, perdent de l'argent, puisque ce temps que vous allez perdre en retouchant, en passant des heures littéralement, eh bien vous allez le perdre en n'ayant pas d'autres contrats, en ne vous améliorant pas ailleurs dans la photo. Parce que c'est vrai que quand on découvre Photoshop, d'où le titre de l'article, comment Photoshop peut nuire à votre entreprise, eh bien on a envie de bien faire et souvent nos temps de retouche, si on commence à avoir un petit niveau, vont atteindre facilement 3-4 heures par image et c'est là que ça va se compliquer. Alors, si vous le facturez, facturez-le aussi à sa juste valeur. C'est du travail, cela vous a demandé des compétences, cela vous a demandé de l'énergie et du coup, pour le coup, du temps. Alors, je vais vous donner quelques astuces pour gagner justement ce précieux temps, pour aller plus vite lors de vos éditions dans Photoshop. Alors déjà, il faut apprendre par cœur les raccourcis clavier. On ne peut pas faire l'impasse dessus, même si ça va être chiant au début de tous vous les taper. Mais une fois que vous en connaîtrez la plupart, vous doperez littéralement la vitesse de vos retouches. C'est assuré. Ensuite, il faut se former aux meilleures techniques possibles parce que avec Photoshop, en fait, on peut utiliser plusieurs manières de faire pour arriver à un même résultat. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous utilisez une technique qui est obsolète, qui vous donne un résultat moins bon en plus de temps que ce qui pourrait exister. Donc n'hésitez pas à voir, même si vous pensez maîtriser une technique, à quand même vérifier sur Internet, sur le nombre incalculable de tutos aujourd'hui qu'il est disponible de voir, s'il n'existe pas une meilleure manière de faire. Et puis bien sûr aussi, il faut faire la meilleure prise de vue possible sur le terrain pour avoir le moins à retoucher possible. Mais bon, ça je ne fais que le répéter sur cette chaîne et partout. Il faut vraiment avoir la meilleure matière possible pour éviter de passer des heures en post-production et pour faire le meilleur travail qui soit. Et dernièrement, mieux s'organiser. Il faut vraiment apprendre, ça s'apprend à s'organiser. On ne croirait pas au début, on pense qu'on gagne le maximum de temps, mais en fait, on peut toujours optimiser ses disponibilités. Par exemple, je peux vous renvoyer vers la méthode GTD, qui est un livre d'organisation, et il existe encore plein de choses différentes sur Internet. Je vous laisse le loisir de découvrir tout ça. Et un dernier point, une dernière astuce, entre guillemets, il faut s'adapter à la cible, à son client. Si vous proposez une photo, par exemple, à un magazine de mode, là, un niveau de retouche et votre niveau de réputation en plus va demander de passer beaucoup de temps sur Photoshop. Voilà, il faut vraiment faire une retouche de la peau standardisée, avoir une retouche des cheveux, une retouche de dodge and burn, de lumière, etc. Préparée. Mais si vous faites, je ne sais pas moi par exemple, que vous allez faire des photos pour une boîte, la boîte de votre région, et que vous revenez avec 1000 photos de jeunes vacanciers, eh bien ça sert à rien en fait de les retoucher toutes une par une à base de split frequency en zoomant à 300% sur les pixels, puisque tout simplement les gens s'en tapent. En plus, ces photos-là, elles vont juste avoir une seule destination, c'est le site de la boîte ou éventuellement la page Facebook. Et les gens, ce qu'ils veulent, c'est voilà, ils se sont amusés avec leurs potes, ils veulent juste revoir ce moment. Et puis bon, voilà, ils savent qu'ils vont prendre cher avec la lumière et tout. Le but n'est pas ici de faire une photo esthétique dans les règles de l'art qui va mettre 4 heures par image, parce que sinon là, vous n'allez pas vous en sortir et vous allez perdre de l'argent. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est que vous retouchez une des photos. Donc vous la mettez dans Lightroom, on passe pas par Photoshop, on passe que dans Lightroom.
Donc vous faites des corrections de luminosité, clarté, netteté, couleur, etc. Hop, vous prenez 10 minutes de votre temps et ensuite vous en créez un preset ou alors vous synchronisez tout simplement les 1000 photos d'un coup. Et voilà, c'est fait. Ou alors vous mettez, par exemple, si vous êtes dans une pièce particulière de la boîte, bien vous retouchez pour cette pièce, et puis vous retouchez pour l'extérieur, etc., etc. Mais voilà, ça ira de toute façon beaucoup plus vite que s'il fallait retoucher les 1000 photos x 4 heures. Je vous laisse faire le calcul. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Ce deuxième épisode d'Actu Photo, où où j'essaye aussi d'apporter un petit peu des astuces à chaque fois sur les points que je relève dans l'actualité. N'hésitez pas à me dire si toujours cette vidéo vous plaît, si vous avez des idées, des points dans lesquels vous voudriez débattre avec moi dans les commentaires. Et puis n'oubliez pas aussi que vous pouvez télécharger mon livre « Comment devenir un meilleur photographe » en PDF dans la description, où je vous donne justement plein d'astuces pour vous améliorer en photo. Alors ça, c'est comment j'ai trouvé ces astuces. Bien tout simplement, je les ai puisées dans mon vécu, dans mes expériences passées, et puis bien sûr dans tout ce que j'ai vu au fur et à mesure sur Internet ces dernières années. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous!